On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle explication linéaire. Il s'agit de celle des articles 7 à 11 issus de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Avec la Révolution française, les citoyens obtiennent des droits, mais les citoyennes qui ont combattu aux côtés des hommes pour l'égalité et la liberté sont totalement oubliées. À ce titre, en 1791, Olympe de Gouges réécrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée en 1789, et propose une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Il s'agit là d'une œuvre inclassable, à la fois texte juridique, pamphlet, discours. Elle va s'adresser à 4 interlocuteurs, la reine Marie-Antoinette, les hommes, l'Assemblée nationale et les femmes. Olympe de Gouges espère influer sur la rédaction de la Constitution, qui est en voie d'adoption et qui exclut les femmes des droits civiques et politiques. Son objectif principal est de permettre aux femmes d'obtenir une reconnaissance légale de leurs droits au sein de la société. Elle ne peut, parce qu'elle est une femme, prendre la parole directement pour s'adresser aux députés. Elle va donc dicter à son secrétaire le discours qu'elle ne peut prononcer. Nous allons étudier les articles 7 à 11 de la Déclaration. Alors que les premiers articles changent peu de la Déclaration de l'homme et du citoyen, les transformations sont de plus en plus nombreuses au fil des articles. C'est ce que nous allons constater en prenant connaissance des articles 7 à 11. Nous nous demanderons ainsi en quoi les modifications apportées par Olympe de Gouges mettent le principe d'égalité au cœur de sa déclaration. Pour cela, nous étudierons le texte. Tout d'abord, les articles 7 à 10 qui montrent une volonté d'être équitable. Les citoyennes participent à l'élaboration des lois et y sont soumises comme les hommes. Ce sera notre premier mouvement. Et notre deuxième mouvement sera le droit à la liberté d'opinion et d'expression dans les articles 10 et 11. Commençons donc par notre premier mouvement, une volonté d'être équitable. Les citoyennes participent à l'élaboration des lois et y sont soumises comme les hommes, articles 7 à 9. Olympe de Gouges ouvre l'article 7 sur une phrase brève qui est absente de la DDHC. Alors, la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'utilise cette abréviation pour aller un peu plus vite. Cette phrase brève se caractérise par une double négation qui va être permise par le déterminant indéfini nul et par l'adverbe de négation ne. Nulle femme n'est exceptée, ligne 2. Grâce à ce procédé, l'écrivaine affirme que la femme ne doit pas être exclue de la vie publique et politique. Hommes et femmes doivent être égaux et cette égalité doit être reconnue devant la loi. Le rythme ternaire, elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi, modifie la DDHC. En effet, dans celle-ci, on peut lire « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi ». Ainsi, alors que la DDHC critiquait les arrestations arbitraires, donc les arrestations qui n'avaient aucun motif valable, Olympe de Gouges supprime la négation et fait le choix de l'affirmation. Grâce à cela, elle rappelle que pour sanctionner une femme, il faut un cadre légal, d'où l'importance d'une constitution qui prenne en compte tous les Français, et de la sorte les Françaises. De plus, nous pouvons constater qu'elle modifie la suite de l'article 7. Dans la DDHC, une phrase précise le sort de ceux qui abuseraient de leur autorité et de ceux qui désobéiraient à la loi. Olympe de Gouges supprime cette partie et insiste sur l'équité homme-femme devant la justice grâce à la comparaison « les femmes obéissent comme les hommes ». Ligne 3. L'adjectif rigoureuse, à cette loi rigoureuse, met l'accent sur l'importance capitale de suivre cette loi, de traiter de la même manière les hommes et les femmes. L'article 8 est quasiment identique à l'article 8 de la DDHC. Seule différence apportée, le participe passé appliqué et complété non par aux hommes, mais par aux femmes. On va donc maintenant passer à notre deuxième mouvement, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, les articles 10 et 11. Dans l'article 10, Olympe de Gouges fait un rapprochement intéressant entre le droit de monter sur l'échafaud, ligne 11, un droit qui est accordé aux femmes, et celui de monter à la tribune, ligne 12, qui lui est pourtant refusé. D'après elle, si les femmes peuvent être condamnées à mort, elles doivent aussi pouvoir prendre la parole en public. Elle utilise un raisonnement appelé « à Paris », c'est-à-dire un raisonnement par analogie. Elle établit un rapport d'égalité entre le droit de mourir et le droit de prendre la parole. L'analogie est soulignée par le parallélisme de construction avec le verbe monter. Monter à l'échafaud, monter à la tribune. Si comme les hommes, les femmes peuvent être condamnées à mort, elles doivent, comme les hommes, pouvoir prendre également la parole en public. Cependant, elle met l'accent sur l'obligation de ne pas créer de désordre grâce à la proposition subordonnée circonstancielle de concession, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi, ligne 12-13. La seule restriction qui peut donc être apportée à la prise de parole de la femme est que son discours entraîne un désordre public.
Passons à présent à l'article 11. Dans la DDHC, il garantit la liberté d'expression et la liberté de la presse. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Or, Olem de Gouges, en évoquant la liberté d'expression de la femme, procède à un glissement et amène la question de la reconnaissance des enfants. Si la femme possède le droit de s'exprimer, elle doit pouvoir dire qui est le père de ses enfants. La proposition subordonnée circonstancielle de cause lui permet d'associer liberté d'expression et reconnaissance paternelle, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Il ne faut pas oublier que selon la rumeur, elle est elle-même une enfant illégitime. Son père biologique serait en réalité Jean-Jacques Lefranc, marquis de Pompignan, qui n'est autre que le parrain de sa mère. Cet article vise ainsi à proposer un statut aux êtres vulnérables, les enfants illégitimes et à leur mère. L'adverbe librement, ligne 17, montre que ce changement fera naître une véritable modification pour les femmes, s'affirmerait comme une réelle liberté. C'est alors l'occasion pour Olem de Gouges de donner la parole à une femme, à une mère. « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient ». Cette prise de parole est mise en évidence grâce à l'utilisation de l'italique. En outre, l'utilisation de l'adjectif barbare, préjugé barbare, ligne 17, tend à révéler à quel point le jugement porté sur les femmes donnant naissance à un enfant hors mariage appartient au passé, à une façon de penser qui ne doit plus être. Enfin, l'article 11 se clôt sur une limite à apporter à ce droit de reconnaissance. Il faut rappeler qu'Olem de Gouges ne cherche pas de complaisance à l'égard des femmes, mais souhaite qu'elles soient traitées comme les hommes. Ainsi, elle apporte une nuance introduite par la préposition « sauf », sauf à répondre de l'abus de cette liberté. Effectivement, si les femmes ont la possibilité de dévoiler l'identité du père, elles ne doivent surtout pas abuser de ce droit, selon Olem de Gouges. Ainsi, pour conclure, nous pouvons dire qu'en réécrivant les articles 7 à 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Olem de Gouges ne se contente pas de mettre cette déclaration au féminin. Elle procède en effet à plusieurs changements, comme l'affirmation du droit de monter à l'échafaud ou la reconnaissance des enfants illégitimes. Pionnière du féminisme, avant-gardiste, Olem de Gouges a diffusé ses idées grâce à cette réécriture de la déclaration, mais également grâce à des affiches qu'elle placardait. Il est intéressant de noter que les collages féministes sont toujours d'actualité, à l'image de Marguerite Stern, une ancienne fémène qui, comme Olem de Gouges, relaie son combat par le biais de feuilles A4 qu'elle placarde sur les murs de Marseille, son collage le plus célèbre étant « Elle le quitte, il la tue ».